Après avoir déposé ses jeunes enfants à la crèche, Madeleine disparaît. En apparence, c'est une femme que tout le monde apprécie et qui a une vie heureuse, mais peu à peu, les langues se délient et la vérité éclate. Je vais vous raconter son histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous rendons aux États-Unis, dans le Minnesota, et plus précisément dans la ville de Winona, une ville de 25 000 habitants située sur les berges du fleuve Mississippi, ville qui a vu naître l'actrice Winona Ryder, que ses parents ont appelée comme cela justement parce qu'ils adoraient cette ville. C'est une ville où il fait bon vivre, qui a hébergé également d'autres célébrités, et généralement les habitants sont très contents de vivre à Winona. Mais ceci n'est pas l'histoire de Winona Ryder, mais celle de Madeleine Kingsbury, qui avant de s'installer à Winona est née et a grandi dans une ville qui s'appelle Farmington, toujours dans le Minnesota. Elle est née en 1996 et dès toute petite, c'était une enfant très attachante, très mignonne, qui savait faire déjà de grandes phrases à l'âge de 2 ans. C'était une petite bavarde, elle passait son temps à parler. Et d'ailleurs, ça lui est resté même à l'âge adulte, puisque ses proches disent que même à l'âge adulte, elle passe son temps à parler, et à les suivre dans chaque pièce en racontant sa vie. Et en fait, c'était une petite fille tellement intelligente pour son âge que plein de gens s'étonnaient quand ils apprenaient qu'elle avait 2 ans. Tellement ça leur semblait invraisemblable qu'à 2 ans, elle sache déjà faire des phrases aussi complexes. Comme je vous l'ai dit, à l'âge adulte, elle reste toujours bavarde, mais également intelligente et rigolote, ce qui fait le bonheur de sa sœur Megan, dont elle est très proche. Elle se considère carrément comme des meilleures amies, et elle ne reste jamais plus que quelques heures sans se parler. Elles se parlent vraiment tous les jours, elles sont hyper proches, elles savent tout de la vie l'une de l'autre. Madeleine est également très proche du reste de sa famille, donc de ses parents qui sont séparés. Son père David s'est remis en couple, s'est marié avec une nouvelle femme qui s'appelle Katie, et sa maman qui s'appelle Krista s'est elle aussi remariée avec une femme qui s'appelle Dina. Et il n'y a aucune animosité, tout le monde s'entend très bien, il n'y a aucun souci, et Madeleine est proche de tout le monde, même de ses belles-mères. Elle est vraiment bien entourée, elle a également un frère qui s'appelle Steven. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de prénoms, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de retenir ces prénoms. Retenez simplement qu'elle a une sœur qui s'appelle Megan, parce qu'elle, vous allez en entendre parler à nouveau dans l'histoire. Après le lycée, Madeleine part étudier la médecine à l'université de Winona, et elle rejoint là-bas une sororité. Dans ce cadre, évidemment, elle participe à énormément d'activités, d'événements et de fêtes, et c'est là qu'elle rencontre le grand amour en la personne d'Adam Freivel, un étudiant en informatique qui lui aussi fait partie d'une fraternité. Alors qu'ils n'ont pas encore terminé leurs études, Madeleine tombe enceinte, et il décide alors que Madeleine continuera ses études jusqu'à l'obtention de son diplôme, tandis qu'Adam, lui, quitte l'université pour trouver un travail et pouvoir subvenir aux besoins de sa petite amie et de leur bébé à naître. C'est une petite Eliana surnommée Ellie qui naît, et tous les trois s'installent dans un logement à Winona. Après l'obtention de son diplôme, Madeleine travaille dans la célèbre clinique Mayo comme coordinatrice des recherches cliniques, et maintenant que leur situation familiale est stable, ils décident d'avoir un deuxième enfant, et c'est un petit garçon qui les rejoint en 2021, un petit Noah. Madeleine, qui adore les enfants et qui rêvait d'être maman, est aux anges. Elle a clairement l'impression d'être hyper épanouie, d'avoir une vie très heureuse, mais il lui manque quand même un petit quelque chose. Effectivement, elle regrette de ne pas avoir fait de plus longues études, alors elle se lance un challenge, celui de reprendre ses études en plus de son travail et en plus d'élever ses enfants. Donc elle commence un master dans la continuité du bachelor qu'elle a obtenu, donc un master en santé publique, et elle est hyper fière d'elle puisqu'elle réussit brillamment son premier semestre. C'est d'autant plus important qu'Adam a perdu son emploi pendant le Covid. Donc il a décidé, au lieu de retrouver un emploi, de reprendre lui aussi des études. Donc il a repris là où il avait laissé finalement son diplôme à l'époque pour pouvoir obtenir ce diplôme. Donc mieux vaut tard que jamais. Mais il n'a pas énormément d'heures de cours, et au lieu de profiter de son temps libre pour travailler et ramener de l'argent au foyer, eh bien il passe tout son temps à traîner à la maison et à jouer aux jeux vidéo.
Madeline se retrouve alors seule, non seulement à gagner de l'argent avec toute la pression que ça représente, mais également à s'occuper des enfants et du ménage, puisque Adam ne fait rien du tout. C'est une situation qui lui pèse de plus en plus, mais elle a beau essayer d'en parler à Adam, c'est comme parler à un mur. Donc finalement, elle en a tellement marre qu'elle décide de prendre une décision radicale et de quitter Adam en mars 2023. Elle avait déjà essayé de le quitter plusieurs fois par le passé, mais elle finissait toujours par revenir, soit par amour, soit par sentiment de loyauté, ou encore pour les enfants. Mais cette fois, toutes ces raisons ne suffisent plus, elle est trop malheureuse dans cette relation et elle veut changer de vie. Cette fois, la décision de Madeline est ferme et définitive à tel point qu'elle s'inscrit sur Tinder afin d'essayer de retrouver l'amour. Et elle retrouve un camarade d'université qu'elle avait un peu perdu de vue qui s'appelle Spencer Sullivan. Ils se mettent à discuter, ils font quelques rendez-vous et petit à petit des sentiments naissent. Ils se rendent compte qu'ils s'entendent hyper bien, qu'ils ont des points communs et puis surtout Spencer est totalement différent d'Adam. C'est quelqu'un de doux, de gentil, qui s'intéresse à elle, qui essaye de la rendre heureuse, de lui faire plaisir, chose qu'elle ne trouve pas du tout en la personne d'Adam. Donc elle est très heureuse avec Spencer et elle finit même par tomber amoureuse de lui. Cependant, elle demande quand même à Spencer de rester discret sur leur relation parce que oui, elle en a déjà parlé à ses proches, à son entourage, mais pas encore à Adam. Elle a peur finalement de lui annoncer parce qu'elle trouve que c'est un peu malaisant dans le sens où, oui, elle lui a annoncé qu'elle voulait rompre, mais elle vit encore avec lui. La rupture n'a pas encore été terminée, on va dire, dans le sens où elle n'a pas encore quitté le domicile. Il y a tout ce qui est administratif qui n'a pas encore été finalisé. Enfin, vous voyez, elle est dans une situation un peu délicate. C'est pas forcément le bon moment pour dire à Adam qu'elle a déjà retrouvé l'amour. Mais Madeline, qui n'est pas du tout une menteuse, s'en veut et finalement la culpabilité la ronge, elle a l'impression de trahir Adam, que ça ne se fait pas du tout de lui cacher ça, donc elle finit quand même par lui en parler. Et Adam est choqué, il s'effondre en pleurs, d'autant plus qu'il connaît Spencer qui faisait partie de sa fraternité, je précise quand même qu'ils n'étaient pas amis ou quoi que ce soit, ils ne se parlaient même pas en fait, mais il le connaît de vue, donc ça lui fait vraiment un choc, parce que même s'ils ne sont plus ensemble avec Madeline, le fait qu'elle ait déjà retrouvé l'amour, ça rend les choses beaucoup plus concrètes et c'est difficile à encaisser pour lui. D'autant plus qu'elle vient de signer le bail pour un nouveau logement. Donc là, vraiment, il y a tout qui est en train de se mettre en place. Il réalise à ce moment-là que oui, ça y est, Madeline va partir et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. L'atmosphère à la maison devient très pesante, très lourde. Adam et Madeline ne s'adressent quasiment plus la parole. Finalement, à chaque fois qu'ils discutent, c'est pour se faire des reproches, c'est pour s'engueuler. Ou alors, ils discutent de tout ce qui est logistique par rapport à la rupture, notamment savoir où est-ce que les enfants seront mis à la crèche, puisqu'à l'heure actuelle, ils sont à Winona. Et bien Madeline va rester vivre à Winona. Par contre, Adam, lui, va retourner vivre chez ses parents puisqu'il est sans revenu. Et ses parents vivent dans la ville de Mabel qui se situe à 1 heure au sud de Winona. Donc ils discutent pour savoir si les enfants vont rester à Winona ou est-ce qu'ils vont les mettre à mi-chemin entre Winona et Mabel pour que ce soit plus simple pour tous les deux. Bref, Madeline a vraiment hâte que tout soit finalisé et qu'elle puisse enfin mettre toute cette histoire derrière elle et commencer un nouveau chapitre de sa vie. On est le jeudi 30 mars 2023 quand Madeline appelle sa meilleure amie Katie en pleurs. Elle explique à Katie qu'elle est censée télétravailler mais que c'est impossible puisque Adam est sans arrêt au-dessus d'elle en train de lui parler, en train de lui faire des reproches et ça tourne surtout autour du sujet Spencer. Il est vraiment excédé qu'elle soit en couple avec cet homme. Il lui a demandé notamment de ne pas lui envoyer de messages tant qu'elle vit sous son toit. Donc il vérifie qu'elle n'envoie pas de message à Spencer et il lui sort des phrases du style « tu vas quand même pas laisser un autre homme élever nos enfants ». Enfin bref, il lui met une espèce de pression comme ça alors qu'elle est censée travailler, elle n'en peut plus. Donc elle demande à Katie si elle peut venir travailler chez elle pour être en paix. Katie accepte et Madeline la rejoint. Dans la soirée, Madeline se rend chez Spencer puisque c'est son anniversaire, donc elle a prévu une petite surprise. Elle arrive avec des donuts à partager, elle lui a écrit une jolie carte d'anniversaire et elle a également acheté un petit cadeau pour lui qui est un set de Lego Star Wars parce qu'il est fan de Star Wars. Donc il est super content, ils passent un vraiment bon moment ensemble et Madeline a hyper hâte de déménager, de pouvoir être plus libre avec Spencer. Elle a même demandé
demandé à Spencer qu'il l'aide pour la décoration de son appartement. Elle se voit vraiment continuer sa relation avec lui de manière plus sereine. Tous les deux, clairement tous les deux, se voient avoir un futur ensemble, un beau futur. Malheureusement, pour le moment, Madeline est contrainte de rentrer auprès d'Adam, puisqu'elle vit toujours avec lui et qu'en plus, c'est là que vivent également ses enfants. Elle ne peut pas passer la nuit avec Spencer et elle est contrainte de quitter la chaleur des bras de son nouvel amoureux pour retrouver la froideur glaciale d'Adam. Le lendemain matin, vendredi 31 mars 2023, Adam a prévu de passer la matinée à ne rien faire puisqu'il n'a pas cours. Donc, comme d'habitude, il va passer son temps sur l'ordinateur ou devant la télé, tandis que Madeline a des rendez-vous professionnels dans la ville de Rochester, donc elle a déjà préparé sa petite sacoche et elle s'apprête tranquillement à se rendre au travail. Mais avant d'aller au travail, Madeline dépose ses enfants à la crèche vers 8h20 en compagnie d'Adam. Et ensuite, elle repasse à la maison pour chercher ses affaires et prendre un petit café avant de prendre la route. Mais Madeline n'est jamais arrivée au travail. Madeline, je vous l'ai dit, c'est une fille bavarde. C'est une fille qui a beaucoup d'amis et qui en plus parle beaucoup également à sa famille. Donc en fait, elle passe toutes ses journées à discuter par SMS avec ses proches ou à les appeler. Et c'est quelqu'un qui est un peu scotché à son téléphone. Elle répond très vite aux messages, elle décroche rapidement quand on l'appelle. Or, ce vendredi, elle ne répond pas aux messages, elle ne décroche pas son téléphone. Et tout le monde est inquiet, immédiatement, parce que ça ne lui ressemble pas. Alors au début, bien sûr, on peut se dire « bon, elle est occupée, elle va me répondre dans 1 heure », mais quand ils voient que les heures passent et que Madeline ne répond toujours pas aux messages, ils sont extrêmement inquiets. La première à s'inquiéter, c'est la sœur de Madeline, Megan, qui décide dans un premier temps d'appeler Adam pour avoir des informations, puisque si quelqu'un sait où se trouve Madeline, c'est forcément Adam, mais Adam est injoignable jusqu'au soir, où il finit par décrocher son téléphone pour répondre que lui non plus n'a pas eu de nouvelles de Madeline de la journée, qu'il l'a vue le matin et qu'ensuite il a vaqué à ses occupations et elle aux siennes. Il ne sait pas où elle se trouve, où elle est allée, et lui, à l'heure où il décroche le téléphone, il est chez ses parents en compagnie des enfants. Megan, habitant un peu loin, demande à Katie, vous savez, la fameuse meilleure amie, d'aller jeter un œil à la maison, voir si peut-être Madeline s'y trouve, si elle a besoin d'aide, s'il y a quelque chose, un indice, quelque chose sur ce qui aurait pu se passer pour qu'elle ne réponde pas à son téléphone. Donc Katie se rend sur place et elle a tout de suite un très mauvais pressentiment puisque devant la maison se trouve la voiture de Madeline, mais garée en marche arrière. Alors ça va vous sembler un peu stupide comme remarque, mais en fait Madeline c'est quelqu'un qui déteste faire des manœuvres. Moi je suis comme ça aussi, je déteste me garer en marche arrière. Vous ne verrez jamais ma voiture garée en marche arrière, c'est impossible. Et donc Madeline est comme ça aussi, elle la gare toujours en marche avant. Donc là c'est très bizarre, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a garé la voiture. Et malgré le fait que la voiture de Madeline soit garée devant la maison, elle, est plongée dans le noir et le silence est total. Katie tambourine à la porte, appelle, toque aux fenêtres, essaye de voir si elle voit quelque chose, elle sonne, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer d'attirer l'attention des occupants de la maison, mais personne ne lui répond. Donc à ce stade, elle est très inquiète. Tellement inquiète qu'elle appelle la police. Et la police vient au domicile pour faire ce qu'on appelle un welfare check. En gros, ils viennent juste pour vérifier si tout va bien, si la personne n'est pas en danger, puisqu'on ne sait jamais, elle aurait pu, par exemple, faire une crise cardiaque dans la maison ou avoir perdu connaissance, avoir besoin de soins. Donc du coup, ils viennent juste, pour vérifier si la personne va bien ou pas. Donc ils entrent dans la maison. Et il ne voit rien d'alarmant, en tout cas Madeline ne s'y trouve pas, donc il passe aussi chez les voisins pour demander si quelqu'un l'a vue, mais personne ne l'a vue depuis le matin, donc comme tous les proches de Madeline. Katie demande alors à signaler la disparition de son amie, mais les policiers lui disent que ça ne fait pas encore tout à fait 24 heures, et qu'en plus de ça, on est le soir tard, donc c'est mieux de laisser passer la nuit. Et par contre, dès le lendemain matin, il faut que les proches de Madeline se rendent au commissariat pour signaler la disparition. Vous vous doutez bien que pour les proches de Madeline, la nuit se passe dans l'angoisse la plus totale. Ils ne ferment pas l'œil de la nuit et le lendemain, le frère et la sœur de Madeline, Megan et Steven, se rendent au commissariat pour déclarer la disparition de leur sœur. La police prend tout de suite la disparition de Madeline
très au sérieux. En effet, c'est une maman aimante et dévouée qui n'aurait mais jamais de la vie abandonné ses enfants. C'est une personne qui est saine d'esprit, qui n'a pas de maladie mentale quelconque, ou qui n'a jamais exprimé avoir des idées noires ou quoi que ce soit. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a une très bonne relation avec ses proches, qui leur donne des nouvelles sans arrêt. Donc là, vraiment, la situation est alarmante. Pour eux, c'est évident que Madeleine n'a pas disparu volontairement. Donc, il déclare tout de suite la disparition de Madeleine auprès du public en demandant leur aide. On ne sait jamais, quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Les gens sont également invités à essayer de la trouver parce qu'il est fort probable qu'elle se trouve en danger. D'autant plus que le téléphone de Madeleine n'a borné nulle part de toute la journée. Il a uniquement borné à son domicile. Donc les policiers, intrigués, retournent dans le logement pour voir s'ils peuvent y trouver des indices de l'endroit où pourrait se trouver Madeleine. Il n'y a pas de traces de lutte ou quoi que ce soit dans la maison, mais ils retrouvent sur place le manteau de Madeleine, celui qu'elle portait le matin quand elle a déposé ses enfants à la crèche, donc probablement celui qu'elle avait prévu de porter ensuite pour se rendre au travail, mais son manteau est accroché au porte-manteau et dans la poche de celui-ci, il retrouve son téléphone portable. Il retrouve également le sac à main de Madeleine ainsi que la sacoche avec l'ordinateur portable professionnel qu'elle était censée amener au bureau. C'est très inquiétant. On a l'impression finalement que Madeleine s'est volatilisée chez elle. Et d'ailleurs, il y a des caméras de surveillance qui filment sa rue et on voit bien Madeleine rentrer chez elle après la crèche, mais on ne la voit jamais repartir, ni à pied, ni au volant d'une voiture, ni comme passagère d'une autre voiture, puisqu'elle aurait pu éventuellement faire du covoiturage avec un collègue, mais c'est exclu puisqu'on ne voit pas de voiture la transporter sur les images de la caméra de surveillance. La dernière personne qui a vu Madeleine vivante, c'est Adam. Tous les proches de Madeleine, sans exception, disent à la police qu'il faut faire un pressing sur lui parce que c'est forcément lui qui a fait du mal à Madeleine. En effet, même si Madeleine n'avait jamais porté plainte contre lui, la police n'a pas de traces de violence conjugale quelconque, eh bien les proches de Madeleine affirment qu'il y avait bien de la violence, que Adam faisait vivre un enfer à Madeleine et qu'elle avait peur de lui. Tellement peur de lui qu'elle avait confié à une amie que si un jour il lui arrivait malheur, ou même qu'il arrivait malheur à ses enfants, il fallait regarder du côté d'Adam et que, dans tous les cas, il était exclu qu'elle disparaisse volontairement et qu'elle abandonne ses enfants, qu'elle ne laisserait jamais ses enfants seuls. Une autre amie de Madeleine raconte qu'une fois, alors qu'elle était en appel visio avec Madeleine, elle a vu Adam arriver derrière. Il faut savoir aussi, je précise, que Madeleine avait un de ses enfants dans les bras. Ses enfants qui, au moment des faits, ont 2 et 5 ans, donc des petits-enfants. Et donc Adam arrive derrière et il commence à s'énerver contre Madeleine en lui disant que la maison est dans le désordre, que c'est pas normal. Et Madeleine, il faut savoir que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Donc elle répond à Adam que s'il est pas content, il a qu'à ranger, qu'il a qu'à aider un peu plus à la maison. Et là, Adam, au lieu de se remettre en question ou de dire oui c'est vrai et de ranger, comme n'importe quelle personne sensée l'aurait fait, se jette sur Madeleine et lui met une grande gifle devant l'ami et devant leur enfant. En fait, tout l'entourage de Madeleine savait ce qu'elle subissait et tout le monde la suppliait de quitter Adam. Tout le monde savait qu'elle était dans une relation très toxique, une relation violente, mais Madeleine n'arrivait pas à quitter Adam, elle était un peu sous emprise. C'est quelqu'un de très loyal, donc il y avait cette espèce de conflit de loyauté, de se dire je peux pas lâcher le père de mes enfants, ça fait X années qu'on est ensemble, il a pas de revenus, il compte sur moi. Vous voyez, c'était quelqu'un finalement de trop gentille et elle restait aussi bien évidemment pour ses enfants. Donc finalement à chaque fois qu'elle le quittait, parce que c'est quand même arrivé plusieurs fois, elle revenait. Pour les raisons que je vous ai évoquées, mais également parce qu'Adam bien sûr jouait les victimes, se mettait à pleurer et arrivait à lui retourner le cerveau. Mais il y a un épisode en particulier qui a marqué un tournant dans la relation. Je vous explique. Adam a eu une espèce d'obsession pour l'affaire Gabi Petito. Une obsession, c'est peu de le dire. C'est-à-dire qu'il passait réellement ses journées à se renseigner sur cette affaire. C'est une affaire de true crime bien connue, je pense que
quasiment tout le monde la connaît, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait donc Gabi Petito, qui était partie en road trip avec son petit ami Brian, et au cours de ce road trip, eh bien, elle a disparu. On a fini par retrouver son corps, et finalement, avec sa mort, on a découvert qu'elle subissait de la violence de la part de son petit ami, et finalement, ce qui aurait pu sembler être une idylle aux yeux des gens qui les croisaient, était un véritable cauchemar. Brian n'a jamais été arrêté puisqu'il s'est donné la mort avant que la police puisse mettre la main sur lui. Et donc Adam, pour revenir à lui, est obsédé par cette affaire, il veut savoir tous les détails, il regarde tous les reportages sur l'affaire, il passe son temps à regarder des vidéos YouTube, à regarder les infos pour voir s'il y a des nouvelles, enfin vraiment il est complètement fou avec cette affaire. Et un jour, alors qu'il est justement en train de regarder les infos concernant Gabi, il se jette littéralement sur sa femme, enfin sur sa petite amie puisqu'il n'était pas marié, donc sur Madeleine. Il l'attrape au niveau du cou, comme s'il allait l'étrangler, il la plaque au sol et il lui dit comme ça « Fais bien attention à toi, sinon tu finiras comme Gabi Petito ». C'est terrifiant. Et il faut savoir qu'il a fait ça devant leurs enfants, encore une fois. Donc Madeleine a été extrêmement choquée et traumatisée par ce qui s'est passé. Elle n'a pas du tout pris ça à la légère. Pour elle, il s'agissait clairement d'une menace de mort. Et elle a pris ça tellement au sérieux qu'elle a fait ses bagages et qu'elle est retournée vivre chez ses parents avec ses enfants. Mais encore une fois, elle a fini par revenir auprès d'Adam au bout de 3 jours parce que celui-ci jouait les victimes, pleurait et lui disait que c'était une blague, qu'il ne comptait absolument pas lui faire du mal et que c'était juste une plaisanterie de très mauvais goût. Mais Madeleine n'y croyait pas vraiment, hein. Elle a parlé de ça à tout le monde, tous ses proches étaient au courant de cet épisode et ils étaient tous extrêmement choqués. Ça, on sait que c'est réellement arrivé puisque, bien sûr, Adam peut toujours nier puisqu'il n'y avait pas de témoins. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, Madeleine a envoyé des SMS à Adam pour reparler de cette histoire puisque c'est quelque chose qui lui faisait énormément de mal, qui l'a traumatisée, dont elle n'arrivait pas à se remettre. Donc elle lui a envoyé un message pour lui dire que elle avait du mal à passer au-dessus et qu'elle lui demandait de ne jamais recommencer. Déjà de lever la main sur elle, de l'attraper au niveau du cou, mais aussi de faire ça devant leurs enfants. Et Adam lui a répondu froidement « C'est bon, tu t'en remettras ». Les proches de Madeleine l'ont encore une fois supplié de quitter Adam. Elle a une copine qui lui a même dit qu'elle devrait aller à l'hôpital, essayer de faire constater toutes les blessures qu'elle avait pu subir, tout ce qui avait pu lui arriver pour pouvoir porter plainte. Mais Madeleine lui a répondu qu'elle était incapable de faire arrêter Adam, qu'elle ne voulait pas qu'il aille en prison. Il aura donc fallu que Madeleine disparaisse pour que la police sache ce qu'elle subissait et interroge Adam à ce sujet. Lors de son premier interrogatoire, Adam est totalement nonchalant, décontracté. Il n'a pas l'air inquiet, le moins du monde, alors que la mère de ses enfants a disparu et qu'elle ne donne aucune nouvelle. Et bien évidemment, il nie toute implication, il dit qu'il ne sait absolument pas où se trouve Madeleine et ce qui a pu lui arriver. Et il sous-entend même qu'elle est partie de son plein gré, qu'elle a dû partir avec un autre homme ou quelque chose comme ça. Et pour ce qui est des violences conjugales, eh bien, il minimise grandement tout ça. Il explique que ce n'est pas vrai, tout simplement, qu'il n'y avait absolument pas de violence entre lui et Madeleine, qu'il n'a jamais levé la main sur elle et vice-versa, et qu'il n'y a même jamais eu de cris. Il dit que même leur dispute était plutôt calme, que c'était plus « Oh, arrête de faire ça, ça m'énerve », ce genre de choses, mais rien de plus. Il minimise également la rupture, puisqu'il n'emploie pas le mot rupture. Il explique plutôt que ça n'allait pas trop entre eux en ce moment, qu'il y avait comme un froid, et qu'il faisait un break. Et c'est un argument finalement qui lui permet d'expliquer pourquoi il a pu se trouver dans la maison en même temps que Madeleine, sans savoir ce qu'elle prévoyait de faire de sa journée, sans savoir où elle était allée ou quoi que ce soit. Il explique que en fait, Madeleine ne lui parlait plus, quasiment, depuis 1 ou 2 semaines, et que donc ils étaient comme des colocs, voire même pire que des colocs, parce qu'on peut être avec des colocs et très bien s'entendre. En gros, lui, il restait par exemple à l'étage en train de regarder la télé pendant qu'elle était au rez-de-chaussée, et il ne se calculait pas. Donc il dit qu'il a vu à un moment donné qu'elle était plus dans la maison, et il s'est pas posé plus de questions que ça, il s'est dit elle doit être au travail.
Il lui a également envoyé des SMS dans la journée. Donc là, pareil, les policiers se sont quand même posé des questions, puisque c'était des SMS qui lui posaient justement des questions sur son emploi du temps, du style « t'es parti où ? À quelle heure tu rentres ? Est-ce que t'as prévu quelque chose pour le dîner ?» Alors qu'ils lui disent « si vous étiez tellement en froid que ça et que vous ne parliez plus, pourquoi lui envoyer des SMS toute la journée pour lui poser des questions sur son emploi du temps ?» C'est très bizarre. Mais bon, il répond que voilà, c'était juste... comme ça, il avait l'habitude de lui parler, de savoir ce qu'il en était et que ça lui semble pas étrange de lui avoir envoyé des messages que justement, vu qu'ils avaient du mal à parler en face, ils communiquaient plus par SMS. Concernant leur emploi du temps, Adam explique qu'après avoir déposé les enfants à la crèche, ils sont rentrés donc tous les deux à la maison comme je vous l'ai expliqué, puisque Madeline voulait prendre un petit café avant d'aller au travail. Lui a pris une barre de céréales, il s'est mis devant la télé et il n'a plus vraiment croisé Madeline. Il dit qu'il l'a vue parce qu'elle est montée à l'étage pour aller aux toilettes 2 fois dans la matinée, puis plus rien. Lui a quitté la maison vers 10h30. Il explique que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la voiture de Madeline, qui est un van, donc qui est plus spacieux que sa voiture à lui. Donc il lui a laissé sa voiture à lui pour qu'elle se rende au travail, et lui a pris donc le van de Madeline pour charger des affaires qui se trouvaient dans le garage et dont il devait se débarrasser. En fait, ils avaient des affaires dont ils devaient se débarrasser, donc jeter. Donc pour cela, il se rendait chez ses parents pour les brûler, et il avait également des affaires qu'il voulait mettre dans un box de stockage. Donc il s'est dit qu'il allait faire 2 allers-retours comme ça. Donc il commence par charger le van avec des affaires, il prend la route, et il explique qu'en cours de route, quand il était quasiment arrivé à destination, donc au box de stockage pour le coup, il se rend compte qu'il s'est trompé et qu'au lieu de charger les affaires à stocker, il a chargé les affaires à détruire. Et il a eu la flemme de refaire le trajet, d'aller chez ses parents finalement, etc. Il explique qu'il est un peu comme ça, quand quelque chose ne va pas dans sa journée, au lieu de rectifier le tir, il abandonne. Donc il explique qu'il est rentré chez lui, qu'il a vidé le van, et puis qu'il est parti sur son ordinateur jouer aux jeux vidéo. Et qu'il a fait que ça de la journée. Il ne sait pas ce que Madeline a fait. Quand il est rentré, il a vu qu'elle n'était plus là, mais il a trouvé ça un peu bizarre parce que la voiture était toujours devant la maison. Mais il s'est dit tout simplement que Madeline avait dû faire du covoiturage. Ça arrivait parfois que ce soit un collègue qui passe la chercher, donc il s'est dit que c'était sûrement ça qui s'était passé. Comme je vous l'ai déjà dit, au cours de la journée, il lui envoie quelques SMS pour savoir ce qu'elle fait, si elle s'est bien rendue au travail, etc. Puis il lui envoie également des SMS concernant leurs enfants qui doivent aller chercher à la crèche. En fait, la plupart du temps, ils allaient chercher les enfants et les déposer ensemble, toujours. Donc même depuis la rupture, ils y allaient ensemble. Donc il a voulu savoir si elle serait rentrée à temps pour venir chercher les enfants avec lui. Pas de réponse. Il lui demande aussi, comme je vous l'ai dit, si elle prévoyait de faire quelque chose au dîner. Pas de réponse. Donc du coup, il s'est dit, bon tant pis, si elle me répond pas, je vais faire ma petite vie. Donc il a préparé des bagages pour les enfants parce qu'ils devaient partir en week-end à la base, tous les 4, pour faire plaisir à leur fille. Mais du coup, il prépare lui-même les bagages des enfants et il va les chercher à la crèche, puis il repart directement vers chez ses parents pour leur déposer les enfants. Normalement, il devait déposer juste son fils et puis il devait aller avec leur fille chez la sœur de Madeline, mais vu que Madeline ne répond pas, il a pris les 2 enfants chez ses parents. Il y a pas mal d'incohérences dans le récit d'Adam. Pour vous donner un exemple, quand il dit qu'il a fait demi-tour immédiatement après avoir constaté que les affaires chargées dans le van n'étaient pas les bonnes, eh bien les policiers, eux, disent que c'est faux puisqu'ils ont pu retracer les trajets effectués par Adam, mais ils ont un trou de 45 minutes au moment où il arrive quasiment à destination. Donc à l'endroit où il dit « j'ai fait demi-tour », en fait, il y a encore 45 minutes qui se sont écoulées avant qu'il fasse le trajet retour. Ils ont fait des calculs, en fait, mathématiques, avec les horaires, etc., auquel il est parti, rentré, le temps qu'il faut pour aller de tel endroit à tel endroit, etc. Et ça ne correspond pas du tout. Chose étrange également, on voit bien qu'il conduit le van de Madeline sur les caméras de surveillance, mais la plaque du van a été changée. Donc là encore, très suspect, qui fait ça pour aller juste à un box de stockage ? Généralement, si on change la plaque, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Je précise également qu'au moment de cet interrogatoire qui a eu lieu vraiment juste après la disparition, Adam présente des griffures sur le visage. Et quand les policiers lui posent des questions à ce sujet, il sourit et puis il explique tout simplement que c'est le chien de ses amis qui l'a griffé.
puisqu'il est très joueur, et que ça peut également être sa fille Ellie, qui aime bien faire semblant d'être un monstre, et elle met ses mains comme ça et elle l'attaque, donc elle a pu lui mettre des petits coups de griffe sur le visage. Voilà, c'est son explication. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas du tout stressé ou inquiet pour Madeleine, hein. À aucun moment il exprime de la peur ou de l'angoisse auprès des policiers. Il ne pose même pas de questions sur l'enquête ou quoi que ce soit, il se contente de répondre aux questions de manière très tranquille. Et c'est à tel point qu'à un moment donné, il s'est carrément embrouillé. Donc ça, c'est pas pendant l'interrogatoire, c'était avant, mais il s'est embrouillé avec le mari de Katie, la meilleure amie donc de Madeleine, qui était la première à avoir alerté la police. En fait, il a été reproché au mari de Katie, justement, que sa femme ait alerté la police aussi rapidement. Il lui a dit qu'il trouvait ça ridicule de s'inquiéter alors que ça ne faisait même pas 24 heures que Madeleine avait disparu. Ce à quoi le mari de Katie a répondu qu'il n'allait quand même pas leur reprocher d'être inquiet, que c'était quand même bizarre qu'elle ne réponde pas aux messages, etc. Et Adam a répondu qu'avant d'alerter la police, il aurait peut-être fallu lui poser des questions à lui et qu'il trouvait que la situation était très « what the fuck, lol ». Oui, il a vraiment écrit « lol » dans son message, alors que sa femme venait de disparaître. Et pareil, au moment de l'interrogatoire, hein, il est complètement en décalage avec la réalité. Normalement, même si tu as rompu avec ta compagne, rien que le fait d'avoir des enfants avec, t'es censé être super inquiet. Même si la personne t'a fait des crasses horribles, t'as pas envie de devoir annoncer à tes enfants que leur maman ne reviendra jamais. Donc tu es inquiet. Mais là, rien du tout. Il exprime simplement à la fin de l'interrogatoire de l'inquiétude pour son ordinateur, puisque la police a saisi tous les appareils électroniques de la maison. Or, il a besoin de son ordinateur pour ses cours. Donc il dit « Oui, j'ai un travail à rendre, vous m'avez pris mon ordinateur, je vais faire comment ?» Donc bien sûr, le policier lui répond « En fait, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est retrouver Madeleine. » Et il dit « Bah oui, mais moi, je fais comment ?» Alors il lui dit « Voyez avec vos profs, c'est pas mon problème. » C'est pour vous dire vraiment à quel point il en a rien à faire de Madeleine, quoi. Je vous mets d'ailleurs en description le lien vers la vidéo YouTube que j'ai regardée pour avoir accès à cet interrogatoire. Si jamais vous voulez le regarder, c'est vraiment lunaire. Bien sûr, c'est en anglais, mais même si vous parlez pas anglais, ça peut vous permettre de voir un peu son attitude générale lors de l'interrogatoire. C'est une situation hyper frustrante puisque les policiers savent qu'Adam leur ment sur de nombreux points. D'ailleurs, chose aussi que j'ai pas précisé, pendant l'interrogatoire, à chaque fois que les policiers lui disent non, ça c'est pas possible, puisqu'on a telle preuve que c'est faux, eh bien il change de version. Il dit « Ah ok, alors c'est plutôt ça qui a dû se passer ». Comme si finalement c'était un amnésique, alors que l'interrogatoire a eu lieu 24 ou 48 heures après la disparition, enfin vraiment très rapidement après. Il ne se souvient absolument pas de ce qu'il a fait les jours précédents. Enfin, évidemment, si, il s'en rappelle, mais il fait semblant. Donc pour vous donner un exemple, la veille de la disparition, il dit qu'il a joué avec les enfants dans le jardin, en compagnie de Madeleine, et qu'ils ont passé un super moment. Les policiers lui disent « Ah bon, c'est quand même bizarre parce qu'il a neigé et qu'il faisait hyper froid, vous êtes sortis avec les enfants dans le jardin ?» Donc là, il dit « Ah non, ah non. Ah bah s'il faisait froid et qu'il neigeait, alors on a fait des jeux de société. » Vous voyez, en fait, chaque truc, c'est ça. Il a toujours réponse à tout et il change tout le temps de version. Donc, c'est clairement pas crédible ce qu'il raconte. Mais les policiers ne peuvent quand même pas l'arrêter, puisqu'à ce stade, ils n'ont pas de preuve qu'il ait fait quoi que ce soit à Madeleine. Ils ont juste leur intuition, qui leur dit fortement de ne pas lâcher cet homme et qu'il a quelque chose à voir là-dedans. Malgré tout, ils peuvent quand même faire quelque chose, c'est lui retirer temporairement la garde de ses enfants. Donc, Noah et Ellie sont confiés à leurs grands-parents maternels, en attendant que la lumière soit faite sur cette histoire. L'urgence dans tous les cas, ce n'est pas d'arrêter Adam, c'est de retrouver Madeleine, et il y a eu des recherches monumentales. Sa sœur Megan a tout de suite après la disparition commencé à faire des vidéos TikTok, vraiment à cœur ouvert, où elle a les larmes aux yeux, où elle s'exprime vraiment de manière très libre sur la disparition de sa sœur, et elle a fait quasiment des vidéos tous les jours, en expliquant où ça en était, ce qu'elle ressentait. Et ces vidéos ont été un véritable carton. Elles ont fait des millions de vues. Ça a apporté une grosse médiatisation à l'affaire et aussi une grosse implication du public pour retrouver Madeleine. Donc à chaque fois que la police organisait des recherches auxquelles les bénévoles pouvaient participer, eh bien il y avait des milliers de volontaires qui répondaient présents. Et ces volontaires n'étaient pas de trop, puisque les recherches sont très difficiles. On ne sait absolument pas
Où est Madeleine? Vraiment, on n'en a aucune idée. Puisque même si c'est Adam qui l'a caché quelque part ou quoi que ce soit, je vous rappelle qu'il y a eu 45 minutes pendant lesquelles on ne sait pas ce qu'il a fait. Il a pu aller n'importe où. Et la ville de Winona est entourée de nature. Vraiment, il y a des milliers d'hectares de nature, de petits chemins, de forêts, enfin bref. Il y a des milliers d'endroits où elle peut se trouver. Il y a également le fleuve Mississippi. Enfin, clairement, quand on veut cacher un corps, c'est plutôt facile. Donc, où est-ce qu'elle se trouve? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est extrêmement difficile. Mais bon, il y a quand même une énorme implication de tout le monde. Il y a même le maire de Winona qui s'en est mêlé, qui a demandé à tous les habitants de signaler s'ils acceptaient que leur propriété soit fouillée, de prévenir s'il y a un élément important sur leur terrain, comme par exemple un puits, pour qu'on puisse aller vérifier. Mais quand même, plus les jours et les semaines passent, plus les enquêteurs désespèrent et se disent qu'ils ne retrouveront jamais Madeleine. Adam, lui, de son côté, continue sa petite vie. Il a même fait une déclaration à travers son avocat pour dire qu'il fallait arrêter de dire qu'il avait un lien avec cette affaire, que s'il n'a pas participé aux recherches et aux conférences de presse, c'est tout simplement parce qu'on lui a conseillé de ne pas le faire pour des raisons de sécurité, que ça donne une mauvaise image de lui, mais qu'en réalité, il est très inquiet, qu'il veut que la maman de ses enfants rentre à la maison, qu'il n'a rien à voir là-dedans, enfin bref. Voilà, et il a même demandé à récupérer la garde de ses enfants, ce qui lui a été refusé. Mais Adam ne va pas tarder à déchanter. À la base, les policiers ne savaient pas trop où chercher. Mais un jour, il y a une enquêtrice qui est en train d'analyser tous les mails, tous les échanges finalement d'Adam avec tout le monde, et elle tombe sur un email qui l'interpelle. Dans ce mail, un homme remercie Adam d'avoir tondu la pelouse de son terrain et il lui fait un versement d'argent pour le payer pour ce travail. Donc en soi, voilà, rien d'alarmant, mais cette femme se dit « Ok, je vais quand même m'intéresser à cet endroit, à cette propriété, puisque Adam s'y est rendu, il connaît cet endroit. Je vais voir où ça se trouve. » Donc elle appelle ses collègues, puisque ça se passe dans un autre comté, elle appelle ses collègues du comté voisin et elle leur demande s'ils connaissent cet endroit, où est-ce que ça se trouve, enfin des petites infos. Et le collègue qu'elle a au téléphone lui dit une phrase qui va lui glacer le sang. Il lui dit « Oui, je connais très bien cette adresse, c'est juste avant Choice. » Pourquoi ça lui glace le sang? Eh bien tout simplement puisque Adam, quand il avait raconté avoir fait demi-tour parce qu'il s'était trompé de chargement dans le van, avait dit qu'il avait fait demi-tour juste avant Choice. Exactement les mêmes mots. Donc là, cette enquêtrice prévient ses collègues et leur dit « Écoutez, je pense très fortement qu'il va falloir se concentrer sur cette zone. » Ça fait quand même 2 fois que j'entends la phrase « juste avant Choice ». Ça fait quand même beaucoup. Ils sont tous d'accord avec elle, ils se disent qu'ils vont essayer de concentrer vraiment des recherches dans cette zone juste avant Choice, autour justement de la propriété de cet homme. Et donc, ils commencent à organiser ces recherches, donc des recherches uniquement policières. Ils veulent vraiment faire les choses bien, mettre de gros moyens, etc. Donc, ça demande un peu d'organisation. Et ils ont un collègue local qui leur dit « Écoutez, moi, je connais très bien les lieux, je fais souvent du vélo, etc. Donc, je connais bien tous les petits chemins, la nature, tout ça. Donc, je vous propose un truc, c'est que je vais analyser un peu le terrain et je vais vous faire un rapport, finalement, pour savoir de quel matériel on peut avoir besoin, à quoi ressemble le terrain, etc. » Donc ils lui disent « Ok, pas de souci, fais ça. » Donc le collègue s'exécute, il part dans la nature, il arpente les petits chemins, il s'enfonce dans la végétation. Et là, il fait une découverte effroyable. Il appelle ses collègues et il leur dit « Écoutez, je viens de tomber sur quelque chose qui va vous intéresser. Je vous conseille de venir immédiatement. » Avant même de se déplacer, ils savent qu'il a trouvé un corps. Donc, ils avaient décidé que le jour où ils trouvaient le corps, ils arrêtaient Adam, sans se poser de questions. Donc la police de Winona se divise en 2 groupes. Il y a un groupe qui va sur place pour voir ce que cet homme a trouvé, et l'autre groupe va arrêter Adam. Et quand ils arrivent, effectivement, il s'agit bien d'un corps, un corps qui est enroulé dans un drap gris, et qui a été glissé dans une espèce de tuyau de drainage. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, vous savez, c'est les espèces de gros tuyaux gris dont de l'eau s'écoule. Donc le corps a été glissé là-dedans. Et en fait, quand ils ouvrent le drap,
il est évident qu'il s'agit de Madeleine. Avant même les expertises réalisées, puisque on voit les mêmes tatouages sur le corps. Donc ils préviennent tout de suite la famille avant que les médias le fassent. Et ensuite le corps est envoyé au médecin légiste, bien sûr, pour analyse. Madeleine a été enroulée donc, dans un drap gris. Elle a également du scotch noir pour la ligoter. Et elle a autour de la tête une serviette de bain. Tout cela vient confirmer la culpabilité d'Adam. Pourquoi ? Eh bien tout simplement puisque le drap gris fait partie d'une parure de drap, mais les autres draps sont retrouvés sur le lit de Madeleine. Et le scotch qui a servi à la ligoter est similaire à un rouleau de scotch qui est retrouvé là encore au domicile de Madeleine et Adam, voilà, sur une étagère. La cause de la mort est l'étouffement. Donc, étant donné qu'elle a été retrouvée avec une serviette autour de la tête, j'imagine que c'est cette serviette qui a dû servir à l'étouffer. Les preuves contre Adam sont plutôt nombreuses. Je vous ai parlé évidemment des objets qui proviennent de sa maison, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'historique de violence conjugale qui a été documenté, puisqu'on retrouve des SMS de Madeleine en faisant état. Il y a également un mobile, puisqu'il y avait une rupture très récente qui visiblement avait beaucoup ébranlé Adam. Et puis il y a une autre preuve dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est un quad tout-terrain qui appartient aux parents d'Adam. En fait, un témoin a raconté à la police qu'il avait croisé Adam à bord de ce véhicule. Donc c'est une espèce de quad avec derrière une espèce de benne, vous voyez, où on peut ranger des choses, un coffre. On a vu Adam en train de conduire ce quad sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Donc déjà, c'est un peu étrange. Et en plus, à l'arrière, dans la benne, il y avait une pelle. La police, bien évidemment, saisit le véhicule et il décide de laisser des chiens, qui sont spécialement formés à la recherche de cadavres, renifler le véhicule. Et les chiens retrouvent une odeur de cadavre sur le quad et sur la pelle. Autre information importante, l'endroit où Madeleine a été retrouvée se situe juste à côté d'un chemin de terre qui dans le passé appartenait aux Freivel, donc à la famille d'Adam. Et ils avaient même la responsabilité d'entretenir ce chemin, etc. Donc c'est un chemin qu'Adam connaît bien. Et qui d'autre aurait eu idée de venir déposer Madeleine pile à cet endroit, sachant que c'est quand même un endroit qui se situe à 45 minutes de Winona. Donc c'est quand même assez improbable que quelqu'un d'autre vienne déposer le corps pile à cet endroit-là. Cependant, Adam nie toujours les faits, clame son innocence et il est étrangement soutenu par ses proches. Même après avoir entendu toutes les preuves qu'il y avait contre lui, tous ses proches le soutiennent et continuent de dire que non, ce n'est pas lui. Ils disent même qu'ils ont des réponses à toutes les preuves qui ont été découvertes et que de toute façon, Adam ne ferait jamais une chose pareille. Alors pour leurs contre-preuves, vous vous doutez bien que c'est complètement bancal. Pour vous donner un exemple, quand on leur dit que les chiens ont senti une odeur de cadavre sur le quad et sur la pelle, ils répondent que c'est normal puisque le père d'Adam a trouvé un cadavre de raton laveur sur son terrain peu de temps avant la disparition de Madeleine et qu'il a déplacé le cadavre de ce pauvre raton laveur avec ce véhicule. Mais bon, bien évidemment, les chiens sont formés à la détection de cadavres humains, pas de cadavre animal, donc il n'aurait pas signalé la présence d'un cadavre si c'était celui d'un animal. Mais passons maintenant au procès. Il faut savoir qu'il a eu lieu dans une autre ville que Winona et même dans un autre comté, car les avocats d'Adam ont estimé que faire le procès à Winona ne jouerait pas en faveur de leur client, étant donné qu'il a très mauvaise réputation dans la ville depuis cette histoire. Donc c'est normal, chaque accusé a droit à un procès juste, donc voilà. Il a été déplacé ailleurs. Lors du procès, Adam choisit de ne pas témoigner, il laisse ses avocats s'exprimer et à l'issue du procès, les jurés le reconnaissent coupable de meurtre au premier degré et il est condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il mourra donc derrière les barreaux. Certes, il ne s'est pas exprimé lors du procès, mais au moment de sa condamnation, vous savez, on propose toujours aux accusés de prononcer des derniers mots, de dire quelque chose avant de partir en prison. Et là, il a choisi de s'exprimer. Donc il est passé juste après les proches de Madeleine, qui eux ont fait de beaux discours pour dire à quel point Madeleine était une personne
extraordinaire. Et lui, à contrario, n'a prononcé que 2 petites phrases, sans parler de Madeleine, sans un seul mot gentil à son égard, puisque les 2 phrases sont tout simplement « Je n'ai jamais fait de mal à Maddy et je suis innocent, merci ». Du coup, pour contrebalancer ces phrases inutiles, je vais vous lire des extraits des témoignages des proches de Madeleine qui ont donc parlé d'elle au tribunal pour qu'on se souvienne d'elle, pour honorer sa mémoire. Et je vais commencer avec la maman de Madeleine. Maddy a été tuée par un lâche qui fait le double de sa taille, quelqu'un qu'elle avait un jour aimé. Tout ça parce qu'elle avait pris la décision audacieuse de refuser qu'il l'utilise ou la maltraite à nouveau. Grâce à cette décision, son futur était radieux, tandis que la vie à ses côtés avait été morose et triste. Malheureusement, elle l'a mal jugé et ça lui a été fatal. Quand il a réalisé qu'il n'allait plus pouvoir la manipuler et la contrôler, il a décidé de la tuer. Pour le dernier au revoir à ma jolie fille, je l'ai prise dans mes bras, je lui ai parlé. Je lui ai chanté une chanson et je lui ai promis qu'on obtiendrait justice pour elle. Et maintenant, un extrait du discours de Megan, donc la sœur de Madeleine. On se souviendra de Madeleine pour toujours et nous l'aimerons toujours. Ces enfants sauront qui leur mère est et était. Quand ils seront assez grands, ils sauront ce qui lui est arrivé et que leur père est le monstre qui leur a arraché leur maman. Nous serons à leur côté pour traverser les épreuves et les accompagner dans leur vie comme Madeleine l'aurait fait. J'aimerais vraiment avoir une pensée pour la police, qui a été très professionnelle, très efficace, très impliquée dans cette affaire. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup critiquer la police dans le true crime parce que surtout au niveau des disparitions, souvent ils les prennent pas au sérieux, ils perdent un temps fou, à cause d'eux, l'enquête n'avance pas. Or là, c'est vraiment le contraire et je pense que c'est aussi important de rendre hommage aux policiers qui font très bien leur boulot, qui sont empathiques, qui sont professionnels et qui sont finalement des petites pépites. Et c'est le cas de la police de Winona et en particulier du chef de la police de Winona puisque c'est lui qui a chapeauté toute cette enquête. Enquête qui a permis de retrouver le corps de Madeleine au bout de seulement 2 mois. Voilà, alors que son corps était tellement bien caché que clairement ils auraient pu ne jamais la retrouver. Pareil au niveau de l'arrestation, ils ont su que c'était Adam dès les premières minutes. Ils n'ont jamais mis en doute la parole des proches de Madeleine et Adam a été arrêté tout de suite au moment où le corps a été retrouvé, donc très efficace. Le chef de la police avait carrément les larmes aux yeux au tribunal et il a donné une interview hyper touchante également sur YouTube dans laquelle il reparle de l'enquête, etc. Et c'est une interview que j'ai trouvée très intéressante puisqu'il aborde aussi le problème des violences conjugales en donnant plein d'informations très intéressantes. Donc je vais m'appuyer justement sur son interview pour vous redonner ces infos qui sont très importantes. On ne sait jamais, ça peut sauver des vies. Il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo qui sont elles-mêmes victimes de violences conjugales ou qui ont des proches qui en sont victimes. Donc c'est important de bien connaître les informations. C'est d'ailleurs un sujet qui tient également très à cœur à la famille de Madeleine puisqu'ils ont créé la fondation pour Madeleine Kingsbury, fondation qui a pour but d'éduquer sur les problèmes de violences conjugales et de donner des ressources aux personnes qui en ont besoin pour se sortir des relations violentes dans lesquelles ils se trouvent. Pour commencer, très important, ce n'est pas parce qu'une personne ne porte pas plainte qu'elle n'est pas victime de violences conjugales, et c'est un policier qui vous le dit, donc ça c'est très intéressant, puisque souvent on entend justement cet argument, elle n'a pas porté plainte, c'est que finalement elle devait pas être si malheureuse que ça. Le policier explique que souvent les victimes sont dans une situation d'emprise ou qu'elles sont paralysées par la peur et qu'elles ne sont par conséquent pas capables d'aller porter plainte. Ça ne veut pas dire que derrière les murs des maisons il ne se passe rien, voilà. On ne sait pas ce qui se passe dans les maisons des gens. C'est important de le rappeler. Il précise également, et ça je le dis souvent dans mes vidéos, c'est vraiment l'information la plus importante, c'est capital. Vraiment, il faut retenir ça. Le moment le plus dangereux pour une victime de violence conjugale est le moment où elle part, le moment où elle quitte son agresseur. Il faut absolument organiser sa fuite de manière intelligente, éviter de finalement confronter seul son agresseur frontalement, puisqu'on ne sait pas comment il va réagir à ce moment-là. Il faut essayer de préparer son départ en douce, de trouver des solutions pour pouvoir partir sans se mettre en danger. Je sais que c'est pas forcément facile et que ça ne s'applique pas forcément à toutes les situations, mais c'est très important. Autre point qu'il soulève, même si la victime n'a pas de ressources financières
financière et n'a pas non plus un entourage aimant qui pourra l'aider, eh bien, il existe tout de même des ressources. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes dans une situation délicate, à aller voir la police, puisque la police peut, même si vous ne souhaitez pas porter plainte, la police peut vous donner tout simplement des noms d'associations ou de personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour organiser eh bien, le futur, voilà, sans votre agresseur. Et je précise également à titre personnel, ça le policier ne l'a pas dit, mais je sais que pour les personnes qui habitent en France, il peut être également judicieux de se rapprocher d'une assistante sociale qui pourra vous trouver des solutions. Et vous pouvez aussi même vous rapprocher de la CAF qui a un service justement destiné à aider les personnes qui sont dans une situation de rupture compliqué. Je vous mets le violentomètre à l'écran, je vous l'avais déjà mis par le passé, vous connaissez peut-être cet outil, c'est un outil plutôt utile qui permet de savoir dans quel type de relation on se trouve. Est-ce que c'est une relation saine? Est-ce que c'est une relation toxique ou dangereuse? Voilà, il y a des petits indices pour essayer de savoir dès le début de la relation si celle-ci est saine ou pas. Pour les personnes qui ont du mal à s'en rendre compte, ça peut être utile. Le chef de la police a également parlé du fait qu'il y a des signes avant-coureurs, alors pas tout le temps, parfois la personne se comporte de manière merveilleuse et puis du jour au lendemain elle vous frappe, on peut pas forcément savoir, mais souvent quand même il y a des signes avant-coureurs qu'il faut savoir repérer et il demande notamment à faire très attention aux personnes contrôlantes, les personnes qui vont par exemple vous demander tous les détails de ce que vous faites. Par exemple, vous êtes sorti, la personne va savoir avec qui vous étiez, combien de temps vous êtes resté là-bas, qu'est-ce que vous avez fait exactement, vous avez parlé de quoi, enfin bref. La personne veut savoir vraiment trop de détails sur ce que vous faites. La personne n'hésite pas également à fouiller votre téléphone, à lire tous vos messages. La personne a l'air d'être extrêmement jalouse, de n'avoir aucune confiance en vous. Ça, c'est quelque chose de plutôt alarmant. Donc, il dit que vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, commencer par avoir une discussion avec la personne qui se comporte de la sorte. Essayer de lui dire qu'il faut que ça cesse. Par contre, si suite à cette discussion, pas d'amélioration, il faut immédiatement partir, quitter la personne, car la relation ne va aller qu'en empirant. Une pensée bien sûr pour Madeline, dont le futur a été arraché, alors qu'il était radieux, comme l'a dit sa maman. Elle prévoyait de passer un nouveau diplôme, d'avoir donc une évolution de sa situation professionnelle. Elle venait de signer le bail pour un nouveau logement, elle avait un nouvel amoureux. Bref, une nouvelle vie plutôt jolie qui était devant elle, mais elle n'aura jamais pu en profiter. D'ailleurs, en parlant de son nouvel amoureux, une pensée également pour Spencer, puisque on n'a pas trop parlé de lui, mais Spencer a vécu un enfer, puisque encore aujourd'hui, la famille d'Adam, la famille, les amis, tous les proches d'Adam, disent que le coupable, c'est Spencer. Il faut savoir que Spencer a un alibi en béton puisqu'il se trouvait au travail au moment de la disparition de Madeline. Malgré tout, la famille d'Adam continue de harceler la police en leur disant de regarder du côté de Spencer. Donc le pauvre, c'est vraiment pas facile pour lui, d'autant plus qu'il souffre toujours aujourd'hui de la disparition de Madeline. Il était très amoureux d'elle, il se voyait passer sa vie à ses côtés. Tous les jours, il relit la carte d'anniversaire qu'elle lui avait écrite. Et il dit qu'il a un gros regret, c'est que quand Madeline lui a dit « je t'aime », eh bien, il n'a pas répondu « moi aussi ». Il dit qu'il a été un peu lâche, il n'a pas osé dire ce qu'il ressentait et il regrettera jusqu'à la fin de ses jours. Une pensée pour les proches de Madeline, pour ses amis, mais aussi et surtout pour ses parents et sa sœur et son frère. D'ailleurs, le papa de Madeline a eu des mots qui m'ont particulièrement touchée. Il a dit « Je serai pour toujours le papa d'une fille assassinée ». Et il ne veut qu'une chose, c'est qu'on se souvienne de Madeline, que Madeline continue à vivre à travers le reste du monde. Et pour finir, une pensée pour les enfants de Madeline, Eliana et Noah, qui sont avec leurs grands-parents, qui disent que tout se passe bien, que les enfants sont très heureux, mais il y a eu aussi une histoire autour des enfants, il faut que je vous raconte parce que c'est vraiment hallucinant. Au Minnesota, ou peut-être même dans tous les États-Unis, mais en tout cas au Minnesota, quand un parent tue l'autre parent, il ne perd pas ses droits parentaux. Il peut continuer à avoir accès à ses enfants. Et je crois que c'est pareil en France, puisque j'ai déjà entendu que dans le cas, par exemple, des violences conjugales, un parent qui est violent avec l'autre parent, mais pas avec les enfants, eh bien, continue de pouvoir avoir la garde des enfants et aller voir, ce qui est totalement
aberrant. Et là, dans leur cas, ça a été vraiment horrible puisque du coup, ils ont récupéré la garde des enfants. Mais Adam a refusé de renoncer à ses droits parentaux. Donc normalement, ça peut lui donner droit à des visites, etc. Mais vu qu'il est en prison, ça, bon, c'était pas le cas. Mais il avait le droit notamment de consulter leur dossier médical. Et ça, il s'est pas gêné. Donc les enfants, bien sûr, ont vu des psychologues, etc. suite à cette affaire. Et il allait consulter leur dossier pour demander si la thérapie se passait bien, comment allaient les enfants, etc. Donc ça, vraiment, les grands-parents ne le supportaient pas. Donc ils ont fait pression, ça a été énormément de frais de justice, ils ont dépensé 10 000 $ en frais de justice, ça a été long, ça a été stressant, alors qu'ils venaient déjà de perdre leur fille, ils doivent en plus gérer ça. Et finalement, ils ont obtenu gain de cause, mais ça a pris énormément de temps, donc Adam a fini par renoncer à ses droits parentaux. Mais ils ne veulent pas que ça se reproduise pour d'autres familles, donc ils sont en train d'essayer de faire changer la loi pour justement que ça n'arrive plus, et que quand quelqu'un tue l'autre parent, eh bien, il n'ait plus droit à s'occuper de ses enfants, ce qui paraît assez logique, mais ce qui n'est pas encore le cas dans la loi. En tout cas, j'espère que cette affaire permettra aux victimes de réaliser qu'il n'y a pas de petites violences ou menaces. Pour le coup, Madeline a été menacée de mort une seule fois et ensuite son agresseur a dit que c'était une blague, mais finalement, il était très sérieux. Donc comme quoi, il faut prendre ces choses-là très au sérieux. Pareil pour la violence, elle n'a jamais eu des os cassés ou des bleus partout, mais ça n'empêche qu'elle était quand même victime de violence et quand même en danger. Donc vraiment, toute violence doit être prise au sérieux. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à booster cette vidéo si vous l'avez appréciée et également à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.